Philippe Gomez, rebonsoir. Bonsoir. On ne pouvait pas ne pas commencer cette interview, cette intervention par cette actualité chaude de Saint-Louis. Et d'ailleurs, la délinquance, plus largement, est inscrite au prochain comité des signataires. Oui, c'est un sujet qui est à l'ordre du jour. Un mot d'abord sur Saint-Louis, si vous le voulez bien. J'ai une pensée particulière, bien sûr, pour la famille du jeune homme décédé, quelles que soient les circonstances, quels que soient les actes qu'il a commis. C'est bien sûr une mort d'homme, et une mort d'homme, c'est pas rien. Et puis bien sûr pour la famille, les familles des 6 gendarmes qui ont été blessés à l'occasion de l'intervention. Je pense aussi à l'ensemble des habitants du pays, ceux du Mont-d'Or, mais aussi d'ailleurs, qui sont aujourd'hui lourdement pénalisés par l'impossibilité de circuler librement sur la route provinciale. Mais ce point chaud, on va dire, Saint-Louis, comment en finir une bonne fois pour toutes selon vous ? Il y a deux aspects à Saint-Louis. D'abord, les premières victimes des désordres à Saint-Louis, c'est la population de Saint-Louis. On l'oublie aujourd'hui, de quoi parle-t-on ? D'une quarantaine de jeunes, dont probablement d'ailleurs une vingtaine extérieure à la tribu, qui s'est agrégée à une vingtaine d'autres qui sont probablement leurs relais au sein de la tribu et qui contribuent à créer les désordres qu'on connaît aujourd'hui. Mais Saint-Louis, c'est 1500 habitants. Donc il ne faut pas oublier qu'au-delà de ces jeunes qui aujourd'hui créent le désordre, et le cas échéant essayent de semer la mort, puisqu'il y a eu des tirs sur les gendarmes, dont certains à balles réelles, il y a avant tout une population qui est victime, comme le reste de la population du pays, de ces agissements. Toute société, vous savez, que elle soit indépendante ou pas indépendante en Nouvelle-Calédonie, elle doit avoir des règles, et ces règles doivent être respectées. Sinon, c'est la chienlit. Donc conclusion, on a affaire à la délinquance de droit commun. Une médiation est engagée, soit elle aboutit, et à partir de ce moment-là, la vie reprendra normalement son cours, soit elle n'aboutit pas, et l'ordre doit être établi, y compris par la force. C'est la condition d'un fonctionnement normal de notre société. Dans ce point inscrit au comité des signataires sur la délinquance, vous demandez plus d'effectifs de police et de gendarmerie. Oui, parce que nous considérons aujourd'hui qu'avec le développement de la délinquance en Nouvelle-Calédonie, et notamment la délinquance des mineurs, j'insiste là-dessus, 60% de la délinquance de proximité est une délinquance de mineurs. Donc il faut vraiment agir avec un renforcement des effectifs dans les communes notamment suburbaines, d'Ambéa, Païta et Mont-d'Or, c'est essentiel. Un peu en province nord également, où cette délinquance commence à prendre une importance significative. Et puis il faut aussi créer, c'est ce que nous proposons, des brigades de prévention de la délinquance juvénile au niveau de la gendarmerie, comme ça existe dans de nombreux lieux en métropole, et aussi une brigade de prévention et de protection de la famille, notamment qui concerne les violences faites aux femmes. Voilà des outils qui sont utiles, qui sont du domaine de la gendarmerie et qui apporteraient beaucoup à notre pays. Alors le comité des signataires, le 7 novembre à Paris, c'est le dernier du quinquennat, je le disais. C'est un comité des signataires qui a une spécificité, notamment sur l'avenir institutionnel. Il y a d'autres points, on va en parler. Les discussions politiques ont quand même été menées depuis quelques années, on l'a vu. Et il y a notamment avec les experts de l'État des réflexions qui ont été menées sur des points. Vous dites, on ne nous demande pas de valider ou non le document, mais d'en prendre acte. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Prendre acte, en français ça veut dire une chose, valider ça en veut dire une autre. Prendre acte, c'est un document qui est remis, on ne nous demande pas si on l'approuve ou si on ne l'approuve pas, on nous dit simplement voilà le travail qui a été effectué, on vous le remet, faites-en votre miel, en quelque sorte. C'est pas la première fois qu'un document est rendu, Je rappelle qu'il y a eu un premier rapport initié en 2010, qui est le rapport Courcial-Soukramanien, qui illustrait les 4 possibilités de sortie institutionnelle de l'accord. On a eu un rapport des experts aussi, les mêmes, qui a été rendu il y a maintenant 1 an, et puis on a fait ce 3e rapport. Ce 3e rapport, il a une particularité par rapport aux 2 autres, c'est qu'il essaye de distinguer nos convergences entre indépendantistes et non-indépendantistes et nos divergences. Et en ça, ce travail est un travail utile. En clair, au-delà de notre idéologie politique, qu'est-ce qui nous sépare et qu'est-ce qui nous rassemble ? Et alors justement, qu'est-ce qui vous sépare le plus ? Ce qui nous sépare le plus avec les indépendantistes, si on peut résumer en 3 éléments, c'est 1, ils veulent un siège à l'ONU pour parler au nom d'un État. Nous, on souhaite que la France continue à parler au nom de la Nouvelle-Calédonie. Ils veulent une nationalité à eux, et plus la nationalité française. On considère que la nationalité française, c'est quand même ce qui se fait de mieux dans le monde. Et puis, par exemple, en matière de compétences régaliennes, ils veulent exercer la compétence défense ou armée. On considère qu'un petit pays comme le nôtre n'a pas les moyens de l'exercer, et que c'est une chance d'être lié à la France pour exercer cette compétence. Et alors, qu'est-ce qui vous rassemble le plus, finalement ? Écoutez, on ne vit pas ensemble depuis 1 siècle et demi, on n'est pas ensemble dans les accords de Matignon et de Nouméa depuis 30 ans sans que des choses nous rassemblent, ou alors ce serait vraiment triste. On cohabiterait sans véritablement vivre ensemble. Donc il y a des choses qui nous rassemblent. D'abord des valeurs, les valeurs de la République, qui au fur et à mesure du temps
on finit par infuser dans le pays. Et puis, il y a aussi les valeurs kanaks et océaniennes qui, elles aussi, ont infusé. Donc tout ça, ça fait quoi? Ça fait des valeurs calédoniennes. Je crois que ce sont ces valeurs singulières, liées à notre personnalité et notre histoire, qui nous rassemblent aujourd'hui. Mais il y a d'autres choses qui nous rassemblent, par exemple, au plan de la gouvernance. Au plan de la gouvernance, les institutions. Les indépendantistes sont d'accord pour qu'on garde les provinces, les communes, le Congrès, le gouvernement. Les non-indépendantistes aussi, même s'il doit y avoir des ajustements à la marge. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent. Et à Calédonie Ensemble, c'est ça qui est important pour nous. C'est que ce référendum, ce ne soit pas juste on s'oppose de manière frontale, comme si on avait que des choses qui nous séparent. Non. Ce référendum, il doit nous permettre de dire notre conviction profonde. Oui, il y a des indépendantistes, et puis il y a des non-indépendantistes. Mais ce référendum doit être aussi une étape sur le chemin du destin commun. Autrement, comment vivre ensemble le lundi après le résultat du référendum? C'est ce que vous appelez la charte des valeurs calédoniennes? C'est exactement ça. Mais alors, calédonienne, c'est calédonien et kanak, et les autres? Ah ben, la charte des valeurs calédoniennes, c'est pas calédonien et kanak. La charte des valeurs calédoniennes, elle est à l'image du melting pot du pays. Par calédonien, on entend l'ensemble de ce qui nous rassemble, c'est-à-dire à la fois, je l'ai dit, les valeurs de la République, mais aussi les valeurs kanak et océaniennes. C'est ça qui aujourd'hui fait qu'on est calédonien. On a à la fois une histoire commune, on a des valeurs communes, et on doit construire un destin commun. C'est l'enjeu. On va venir au corps électoral. D'abord, Calédonie Ensemble voudrait qu'au titre de la stabilité des institutions, si j'ai bien compris, pour les provinciales, vous ayez à venir une prime majoritaire pour ceux qui obtiennent le plus de voix. Oui. Hégémonie ou pas hégémonie? Est-ce que vous considérez que dans les communes, par exemple, où toutes les communes de plus de 3500 habitants s'appliquent le scrutin majoritaire, c'est-à-dire que la liste arrivée en tête à la majorité, est-ce que vous croyez que c'est une hégémonie? Ben non, ça fait partie de notre paysage, personne ne le conteste. Je crois qu'il est important pour les provinces qu'on puisse demain avoir une stabilité institutionnelle qui ne dépende pas des majorités de circonstances. Et vous demandez la même chose pour le gouvernement, une prime majoritaire. Alors la collégialité, la proportionnalité, c'est terminé? Non, elle doit toujours exister, parce que on ne peut pas dans notre pays dire la sensibilité qui arrive en tête, elle a tout l'exécutif et les 11 sièges sont non indépendantistes, ou peut-être un jour, sait-on jamais, indépendantistes. Non, on doit continuer à gouverner ensemble, indépendantistes et non indépendantistes. Mais aujourd'hui, sur une équipe de 11 membres, imaginez, Philippe Germain, Calédonie Ensemble, président du gouvernement, il y a 3 membres qui relèvent de Calédonie Ensemble. Donc, si on donne une prime majoritaire, c'est faire en sorte d'assurer une meilleure stabilité du gouvernement. Mais ça va faire avec peur. Plus de membres de l'équipe qui ont choisi. Ça va faire peur aux autres, ça peut être le droit du plus fort. Non, l'idée, c'est pas celle-là. Vous savez que dans notre pays, le rapport de force majoritaire, il aboutit à rien. Toute notre histoire en témoigne. De toute façon, c'est par le dialogue et le consensus qu'on peut avancer, même si ça met plus de temps. On l'aura compris. Mais c'est la condition pour continuer à fonctionner ensemble et à gouverner ensemble. Mais on peut faire des efforts, en tout cas c'est la proposition que Calédonie Ensemble fait, pour qu'il y ait plus de stabilité. Et donc, plus de stabilité dit plus d'efficacité, parce que parfois, nos institutions, elles ne fonctionnent pas en temps réel, et vous savez que le monde, lui, avance en temps réel. Donc, il faut pouvoir travailler plus vite et mieux. Autre point de ce comité des signataires qui est loin d'être anodin, hein, même si c'est le dernier d'une séquence politique longue, la question de la liste électorale. Alors là, vous n'arrivez pas tous d'accord, hein, vous arrivez en ordre dispersé, on va dire. Vous dites que tous les natifs présents en Nouvelle-Calédonie doivent être inscrits d'office, même s'ils ne sont pas inscrits sur la liste générale. Tout à fait. Vous savez, dans une démocratie, enfin moi c'est ce que j'ai appris à l'école, si on ne s'inscrit pas, on ne vote pas. C'est vrai. Moi, c'est aussi ce que j'ai appris à l'école, mais vous savez, dans notre pays, il faut parfois réviser ce qu'on a appris à l'école. Nous, on considère à Calédonie Ensemble que ce qui est le plus important dans le référendum de 2018, c'est que la sincérité du scrutin ne puisse pas être mise en cause. En clair, que le résultat sorti des urnes, on ne puisse pas le contester. Or, aujourd'hui, on voit bien une manifestation qui s'est tenue il n'y a pas très longtemps en témoigne, on voit bien qu'un certain nombre sont tentés par la voie de la contestation du résultat avant même que le référendum n'ait lieu. Donc, nous, dans cette perspective-là, on a pris une position claire. Tous les natifs du pays, kanak ou non kanak, qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale générale, doivent être d'office et de droit inscrits sur la liste électorale référendaire. Est-ce que c'est juridiquement possible? C'est juridiquement possible à partir du moment où la loi organique est modifiée. Et la loi organique, bien sûr, sur un sujet aussi sensible, ne peut être modifiée que s'il y a un consensus local. Donc moi, je crois qu'on doit arriver à ce consensus. Il va d'abord falloir faire un travail, si vous me permettez, je l'indique, c'est croiser un certain nombre de fichiers, le fichier du RUAM, celui de l'aide médicale gratuite, le fichier d'état civil coutumier et la liste électorale générale, pour identifier le nombre de natifs qui, effectivement, ne sont pas inscrits sur la liste électorale générale. Vous savez, il y a le chiffre
un petit peu clownesque de 25 000 qui a été mis dans le circuit, c'est totalement erroné. On verra qu'il y a quelques milliers de Calédoniens qui effectivement sont dans cette situation-là. Donc vous craignez, Philippe Gomès, si je comprends bien, que la théorie du soupçon, agitée par la pression de la rue, vienne polluer la sincérité du scrutin? Je crains que ça vienne polluer la sincérité du scrutin. Je crains que certains disent on nous a volé une victoire, on aurait dû gagner, et c'est parce que l'État colonial nous a empêchés de voter, empêché les Kanaks du pays de voter, que le résultat est ce qu'il est. Donc il ne faut pas qu'on se trouve dans cette situation-là, qu'on se cornérise nous-mêmes, en quelque sorte. Il faut qu'on sorte par le haut de cette histoire. Effectivement, il y a des Kanaks et des non-Kanaks. On en a identifié à Calédonie ensemble plus de 2000 non-Kanaks inscrits qui sont aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, qui vivent en Nouvelle-Calédonie et qui ne sont pas inscrits sur la liste référendaire. Donc, Kanaks et non-Kanaks, peu importe, tous les Calédoniens doivent pouvoir voter à l'occasion du référendum dès lors qu'ils sont natifs du pays. C'est-à-dire, en clair, aucun Calédonien n'arrivera devant un bureau de vote en novembre 2018 et on lui interdira l'accès. C'est ça qui est important. Et à partir de ce moment-là, le résultat du scrutin sera incontestable. Et vous ne craignez pas d'être frappé d'anticonstitutionnalité si d'aucuns faisaient un recours sur cette proposition, si elle était... Écoutez, l'avantage quand on modifie la loi organique, c'est que la modification est systématiquement soumise au Conseil constitutionnel. C'est l'avantage de ces lois-là. Donc, une fois que la disposition aura été adoptée, le Conseil constitutionnel aura vocation à se prononcer dessus. À notre sens, cette disposition est tout à fait constitutionnelle. Un des points essentiels aussi lors de ce comité des signataires, c'est le nickel et KNS. Je pense que vous allez en parler. Là-dessus, il y a du travail à faire encore. Il y a du travail parce qu'on n'a pas beaucoup travaillé jusqu'à maintenant. On a surtout travaillé sur les aspects politiques et peu sur la stratégie industrielle. Donc il va falloir définir un nouveau modus operandi en quelque sorte pour continuer à avancer sur le sujet. En ce qui nous concerne à Calédonie Ensemble, on a travaillé, comme vous le savez, sur la SLN pour faire en sorte que cette entreprise puisse passer le cap difficile qu'elle connaît aujourd'hui. Et nous nous opposons au licenciement de KNS. Nous considérons que les 47 licenciements de Calédoniens qui sont en CDI aujourd'hui à KNS ne sont pas du tout justifiés par l'entreprise. On ne peut pas faire de la main-d'œuvre calédonienne une sorte de variable d'ajustement des errements industriels. Parce qu'aujourd'hui, si on est dans cette situation-là en ce qui concerne l'usine du Nord, ce n'est pas la faute des Calédoniens qui travaillent dans l'entreprise. C'est la faute de Falcon Bridge, Xstrata et Glencore qui ont été incapables jusqu'à maintenant de faire mâcher leur four. Donc, conclusion, les 47 Calédoniens en CDI doivent rester au sein de l'entreprise. L'entreprise, si elle considère qu'elle a 47 postes en trop, elle peut en 2 ou 3 ans, comme le fait la SLN, sans remplacer les départs, aboutir au même résultat, sans pour autant pénaliser les familles. Donc, pas de complaisance en ce qui nous concerne à l'égard des Ramettes, mais pas de complaisance non plus à l'égard de KNS. Et la SLN, on en sort du gaz ou du charbon pour la centrale électrique ? On en sort très fort et très vite, puisque le rapport des experts va être rendu public très prochainement. La garantie que l'État doit apporter, vous savez, pour le financement nécessaire à la centrale au gaz, va être examinée, et j'y vais, en commission des finances de l'Assemblée nationale le 3 novembre prochain et adoptée en séance publique le 8 novembre prochain. Nous avons à Enercal créé la filiale nécessaire pour réaliser cette centrale au gaz. Et donc oui, c'est un projet qui avance. En 2017, l'ensemble du dossier sera monté au plan juridique, financier et technique. Et en 2018, les travaux démarreront. Bien évidemment, le Congrès sera consulté d'ici la fin de l'année sur l'ensemble du processus initié. Comité des signataires, Philippe Gomès, pour terminer, vous serez tous présents, mais selon nos informations, Paul Néaouti n'y sera pas. Vous confirmez ou pas ? Écoutez, il faut le demander au Palika. J'ai entendu dire, comme vous, que Paul Néaouti n'y participait pas. J'espère que ce n'est pas un signe politique. Je crois qu'on a besoin, à ce moment-là de l'histoire du pays, de celles et ceux qui, depuis 40 ans, ont été des acteurs politiques majeurs, qu'il s'agisse de Paul Néaouti ou d'autres. Donc j'espère qu'à son niveau et au niveau du monde indépendantiste, il continuera à s'impliquer activement dans la recherche d'une solution de sortie qui nous permette de poursuivre le vivre ensemble calédonien. Merci Philippe Gomès pour avoir accepté notre invitation.